consommation du football a beaucoup évolué par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, le football gratuit est très très rare au plus haut niveau pour le regarder à la télévision. Mais le football gratuit existe encore avec une consommation différente, pas seulement celle des matchs de foot, mais des gestes techniques, pas seulement à la télévision, sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur les smartphones, sur les ordinateurs. Et il était important, intéressant pour nous d'échanger à propos de ces thématiques-là, parce que non pas le football, mais les footballs aujourd'hui ont des talents, et la France doit faire partie de ces contrées, de ces pays où il est le plus talentueux. Merci d'accueillir avec nous sur cette scène Mohamed Yamin Alni de Tonser, qui va nous rejoindre. Vincent, plus connu sous le nom de Vinsky, et on en parlera dans quelques instants. Émile Folorou, de TikTok, pour échanger avec vous sur les nouvelles pratiques du foot. Je vous laisse vous installer. Oui. Attention, Émile, si tu ne veux pas être trempé, et on va prendre un micro pour tous les deux. Je rappelle juste pour vous présenter, Mohamed, chargé de la création du contenu Tonser, marketing, c'est ça, les réseaux sociaux. C'est bien ça. Pour beaucoup, si vous avez Instagram, normalement vous êtes tombé sur Tonser, vous avez vu des phénos, c'est ça jouer au foot, et on parlera de ce concept-là parce que c'est une toute autre pratique du football. Vinsky FC, chapeau déjà pour le club. Merci beaucoup. Bravo. Je dois dire Vinsky ou je dois dire président? En fait, depuis cette année, c'est mon père qui est président. Il est à la retraite et il avait du temps à donner au club. Donc c'est lui qui a vraiment repris les rênes de la présidence du club. Il est là juste ici. Président, ça va? Tout bien? Bon, c'est bien. Il est d'origine portugaise, donc du coup, il ne demande pas trop les doubles ou triples primes après les matchs? Ça va? Il ne demande pas les triples primes, il chante pas? D'accord. Je suis pas président, mais je suis propriétaire. Du coup, d'accord, ça va. Donc c'est toi qui choisis les primes? C'est ça. Mais il n'y en a pas encore parce qu'on a un trop bas niveau. Non, ça va venir, on aura l'occasion en parlant et d'en parler. Et puis Émile, boss du football sur TikTok, une plateforme, j'ai dit Instagram, je vais dire aussi TikTok, alors pour voir tout ce qui peut exister d'abord. Pas la création de contenu, mais la promotion, la diffusion des talents. Toi, tu es l'organe qui diffuse ces talents-là. Comment est née pas cette vocation, mais cette évidence aujourd'hui qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et comment c'est voué et destiné à grandir? Nous, on est la plateforme et on est aussi l'accélérateur dans un sens. Parce que aujourd'hui, on est basé sur la communauté. TikTok, c'est une plateforme de contenu, mais c'est aussi aujourd'hui la plateforme en gros, où tu découvres des choses selon tes passions. Donc en fait, aujourd'hui, je suis fan de foot. Je vais découvrir un club que je connaissais pas. Je vais suivre un joueur, un petit phéno de 14 ans, 13 ans, parce qu'il y a des comptes qui me permettent de faire ça. Et donc en fait, nous, notre objectif, c'est de donner les outils à tous les utilisateurs. Et ça se fait avec un téléphone, il n'y a pas besoin de caméra de dingue, il n'y a pas besoin d'être un boss du montage pour faire ça. Donc nous, c'est l'accessibilité, c'est aussi l'authenticité. Vu que la plateforme est basée sur la découvrabilité, en gros, l'algorithme propose de manière plus spontanée des contenus qui correspondent au code de la plateforme, donc directement engageants. Et en fait, ça permet à plein de comptes d'émerger. Ça n'aurait pas été le cas sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, tu peux avoir 1000 abonnés sur TikTok, mais pourtant faire 100 000, 200 000, 300 000 vues. Et en fait, ça, c'est notre force, et on n'a pas du tout envie de le brimer. On est là pour accompagner et donner les bons conseils pour que des associatifs, des clubs, on parle du Grand Paris, mais un peu partout en France, on a plein de très bons exemples dans le Grand Paris, de clubs qui aujourd'hui ont accédé à la visibilité là où ils n'auraient pas eu ça sur une autre plateforme ou via les médias conventionnels. Je parle juste de ton parcours parce que tu n'es pas seulement sur TikTok à parler de football, tu as joué au football à la Salésienne, en région parisienne. Exactement. 17, c'est ça? Vous êtes bien renseigné. Les Verts? Les Verts. En dernière, c'est bien on ça? On n'avait pas les maillots les plus beaux, mais on gagnait pas tous les matchs, mais on était là. Non, mais puis en il y a eu la pratique du foot, et puis expert geek à football manager à l'âge de 7 ans. Ça, c'est une sombre histoire en effet. Mais... Le dernier qui a fait ça, c'est Pablo Longoria, il est président de l'Olympique de Marseille. Ouais, et Will Steele qui en a parlé dans beaucoup de médias aussi. Merci Émile, on va en reparler avec toi dans quelques instants, mais la passerelle elle est parfaite parce que tu as parlé de Mohamed et de ton sœur. Comment est née cette idée et aujourd'hui, quelle est la vocation de ce projet-là, accessible, je le rappelle, à tous, gratuitement et partout, tout le temps? Tonser, c'est danois de base. C'est une société danoise et un peu dans ce qu'a dit Emile par rapport à TikTok, il y avait cette idée de redonner le pouvoir aux joueurs. Ce côté aussi
méritocratique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application Tonsor, c'est une application où vous pouvez vous inscrire si vous êtes licencié dans un club FFF, de U13 à vétéran. Donc, Maïl, tu peux encore l'utiliser. Faut pas souffler comme ça, Joseph. Hein. Ça va, la cheville? Du coup, vous pouvez vous inscrire dessus, vous avez le calendrier de vos matchs, tous les week-ends, vous rentrez vos statistiques collectives, individuelles, vous votez pour l'homme du match, vous mettez vos buts, et ensuite l'application va vous permettre de vous comparer aux joueurs de votre équipe de manière assez ludique et assez positive. Le but, c'est pas de brider ou décourager le joueur, au contraire, c'est de lui offrir une expérience assez ludique, et pour certains de vivre des choses assez exceptionnelles, notamment qu'on met en place avec Adidas, et c'est dans le même sens que ce que disait Émile. Tonsor, c'est un peu le TikTok du foot, de la performance du foot, et l'idée c'est on a tous eu notre entre guillemets quart d'heure de war quand on était joueur de football amateur, mais on n'avait pas de moyen d'enregistrer. Voilà, toi, tu as eu pas mal de moments avec le Racing, mais tu n'avais pas forcément un outil, une plateforme pour matérialiser tout ça. Avec la caméra de papa et les soirées à regarder en famille sur la télé, les cassettes de l'après-midi. Exactement, et maintenant les jeunes, ils ont Tonsor, et c'est une super aventure qu'on essaye de continuer, avec qui on a aussi écrit par le passé avec Vincent. On a raconté, on est là pour parler de belles histoires, on avait raconté aussi de belles histoires, on raconte aussi des belles histoires sur TikTok, donc ouais. Vincent, avant de parler un peu plus concrètement de cette magnifique aventure dans ton club, un mot sur ce que tu as fait avant et ce que tu as, avec d'autres, mais tu as été précurseur, créé sur YouTube notamment, ces créations vidéo. Comment est née cette idée et comment ça s'est développé et comment tu as vu ça arriver et ce boom exploser? C'est vrai que voilà, aujourd'hui j'ai 32 ans, donc j'ai un peu grandi avec notamment la plateforme YouTube, qui était vraiment leader. TikTok a changé beaucoup de choses maintenant aujourd'hui, mais YouTube à un moment donné c'était très central au début dans le monde et en France. Donc moi en fait j'ai toujours au fond de moi voulu être un peu trop entrepreneurial, j'ai toujours voulu créer des projets. Donc je cherchais toujours les opportunités et j'ai vu YouTube qui a bien explosé. Je suivais pas mal de youtubeurs anglais à l'époque et il n'y avait aucun créateur français qui faisait du foot en francophonie, ça n'existait pas. Et en fait j'ai beaucoup consommé YouTube anglais et j'ai eu l'idée, vu que je me débrouillais un peu au foot, côté un peu freestyle, etc., qui rentre bien dans les images, sur TikTok notamment aussi maintenant. J'ai commencé à me filmer, à faire des vidéos de foot, et j'étais le premier en francophonie à le faire. Et après, maintenant, il y a plein de créateurs et c'est cool de faire du featuring, etc. Mais ouais, du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube et après, c'est monté d'année en année. Mais la chaîne, elle a été créée en 2012, en 2023, c'est énorme. J'ai essayé de me renouveler constamment parce que sur Internet, on émerge vite, mais on peut aussi disparaître vite. Donc, il faut toujours essayer de se réinventer, de comprendre les nouvelles tendances. Encore une fois, je reviens sur TikTok, mais c'est devenu très central aujourd'hui. Et toujours essayer de s'adapter et de faire évoluer son contenu. Alors c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de savoir faire des gestes techniques mais savoir jouer au foot. On en a vu plein des freestylers qui font plein de belles choses mais qui ne peuvent pas avoir une évolution sur un terrain, je parle à niveau et en compétition plus classique. Toi tu as cette aventure-là, tu es propriétaire, ton papa est président d'un club de Détroit. Comment s'est passée cette transition et puis comment tu la racontes surtout? C'est ce qui va nous intéresser, on échangera avec Émile et avec Mohamed sur comment on capte l'audience, comment on crée ces choses-là, mais comment ça a évolué au club et comment tu t'es servi de l'aspiration de ce que tu faisais sur YouTube pour lancer et pour partager ça? En fait, comme je l'ai dit, il fallait toujours que je me renouvelle, donc j'ai toujours cherché des nouveaux projets et en 2017, j'ai eu l'idée, alors après, il y a des Anglais qui l'avaient fait avant, donc je regarde beaucoup de YouTube anglais. En France, mais en tout cas, j'ai créé ça en France. Je me suis inspiré des Anglais, mais je l'ai amené aussi avec ma vision, parce qu'on fait pas exactement pareil. Donc j'ai créé mon club de foot, j'ai créé mon équipe de foot en 2017, et avec des amis d'enfance, on faisait des matchs sur YouTube, contre des marques, contre des anciens pros, des choses comme ça, c'était très cool.
Et en fait, on tournait un petit peu en rond au bout de 2 ans d'existence. Et en 2019, je me suis dit qu'on pouvait créer un vrai club de foot. Et là, pour le coup, c'était un projet presque d'une vie si ça fonctionne bien, parce que là, c'est infini. Enfin, un club de foot, ça peut exister encore dans 30, 50 ans, on verra ce que l'avenir nous réserve. Donc du coup, j'ai commencé à filmer l'histoire du club, j'ai filmé les entraînements, j'ai filmé les premières détections, j'ai dit aux abonnés qui me suivaient, si vous voulez venir dans mon club, venez. Donc maintenant, il y a des amis très proches que j'ai qui à la base sont des abonnés qui me suivaient sur YouTube, donc ça c'est cool. Et voilà, maintenant, on a un club de 110 licenciés, on a deux équipes. Où se trouve le club? Donc c'est dans les Yvelines, c'est à Magnanville. Il y a aussi un peu de créneau à Mantes-la-Jolie, etc. Et du coup, on a 2 sections seniors, U15, U12, U13, des jeunes filles aussi. On essaie de pousser le foot féminin dans le club. Et du coup, depuis 2019, de en 2023, et on essaye d'aller le plus loin possible avec le club. C'est ce qu'on te souhaite. Vous avez déjà eu 2 montées, 3e division. Ouais, on est monté pourtant tous les ans. Après, on sait que le niveau, on en parlait, en région parisienne, il est très élevé. Là, on est en D3, on a commencé en D6. Mais déjà, le niveau, il est pas mal. Ça a commencé à devenir très difficile. Donc, bon, il y a l'étape par étape. Et à un moment donné, de toute façon, on ne montera pas. Enfin, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on stagne un petit peu, parce qu'on ne peut pas monter tous les ans. À part si, c'est jamais, mais on va donner le maximum. On sera là dans 30 ans pour en reparler. Ouais, voilà, c'est pas. Émile, Vinsky est l'exemple parfait, tout comme Mohamed, de créer de l'audience, d'attirer des gens. Quels conseils on pourrait donner, parce que ça peut fonctionner aussi pour les associations, pour créer de l'audience, pour attirer, pour emmener dans son sillage des gens qui peuvent voir nos actions partout, tout le temps et gratuitement? Déjà, on a 2 très beaux clients de la plateforme TikTok, 300 000 abonnés pour Toncer et quasiment la même chose pour Vinsky, je crois. Donc clairement, on est sur des comptes qui sont des comptes de référence, si on parle d'aujourd'hui ce qui est TikTok sur le foot. Le conseil principal que nous, chez TikTok, on donnerait pour les associatifs, que ce soit lié au sport ou non, c'est l'authenticité de votre message. Je pense qu'aujourd'hui, sur TikTok, il est difficile de vendre un message publicitaire, faux, trop sophistiqué. Ça marche pas. Le temps un peu des publicités un peu policées ou juste des messages que vous souhaitez faire passer qui sont soit trop longs, soit trop complexes ou alors pas bien racontés visuellement, je pense que ça marche pas. Donc moi, mon conseil de base, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, prenez un téléphone, mettez les gens qui font vraiment la richesse de vos associations, de votre club devant la caméra. Donnez aussi la parole à ceux qui savent comment fonctionne TikTok en termes de code, ou alors s'il n'y a personne comme ça, inspirez-vous de comptes comme cela. Et le message principal, c'est de dire que TikTok, aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité à commencer à 0 avec 0 abonnés. Aujourd'hui, si vous croyez dans le message que vous voulez faire passer, en plus de ça, si vous avez une cause à impact positif, je pense que ça marchera d'autant plus. Donc, testez, n'hésitez pas à rater un peu au début, c'est pas grave si des contenus ne fonctionnent pas. Nous, on pense vraiment que TikTok a ce pouvoir d'accélérer les choses positives, les choses qui font du bien à ce monde. Et à ce titre-là, le football est le meilleur message pour ça. Donc, voilà, le conseil principal, c'est l'authenticité. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un club? Parce que vous avez parlé de club, il y a Vinsky, mais il y a des clubs avec moins de fusées pour lancer, avoir Vinsky et lancer le Vinsky FC, c'est peut-être plus simple qu'un club amateur qui est dans son coin, dans sa ville. Il y a 2 exemples que je peux donner. Dans le Grand Paris, il y a le FC Montreuil, qui est aujourd'hui le club de football amateur le plus suivi sur TikTok. 300 000 abonnés. Construire 300 000 abonnés en jouant en R2 ou en R3, c'est conséquent. Et ça montre une chose en fait, c'est que les abonnés du FC Montreuil et tous ceux qui sont touchés par le contenu du FC Montreuil, parce que Montreuil a 300 000 abonnés, mais ils font des vidéos qui font 40 millions de vues, des choses comme ça, pour certaines. Donc, eux, ils ont compris une chose, c'est que c'est pas nécessairement la valeur sportive même du club qui compte, c'est l'histoire que vous racontez, et c'est aussi la manière dont vous le faites. Et franchement, la recette de Montreuil, elle est super simple. Ils ont compris qu'il fallait mettre des téléphones au bord du terrain, ils filment les gestes techniques, dès qu'il y a un petit pont qui passe, un but de ouf, que ce soit des vétérans jusqu'aux poussins, tout ça c'est filmé, ils ont du monde mais ça leur prend pas un temps de dingue. Et ça ils le postent, ils n'ont pas peur de faire du volume, c'est-à-dire poster pas mal de vidéos, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. Donc ça c'est le premier truc, et même sans arriver à un succès comme ça, parce qu'ils ont pris un credo qui est super bon, le RC Argenteuil par exemple, 20 000 abonnés sur TikTok, donc c'est moins important que Montreuil,
Mais en 2023, je crois que j'ai additionné toutes leurs vidéos vues, ils font 5 millions de vues sur l'année. Donc 5 millions de vues sur l'année, il y a des clubs pro qui aimeraient bien faire 5 millions de vues sur une année. Donc tout ça, ça montre qu'en fait, se lâcher et raconter l'histoire du club telle qu'elle est, ça intéresse beaucoup plus de monde que ce que vous pensez. Et c'est pareil pour des assos, pour d'autres entités comme ça. Mohamed, Émile a parlé de l'authenticité, c'est ce qu'on voit avec InSky depuis le début. Ça veut dire quoi concrètement pour Tonserre avec des jeunes qui viennent de partout? Il n'y a pas d'unité comme un club à Montreuil ou comme le InSky. Là, ils viennent de partout, mais comment on arrive à créer cette authenticité-là et peut-être même cette communauté? En fait, nous, la base de notre stratégie sur les réseaux sociaux et notre stratégie contenu, c'est qu'on co-crée le contenu avec nos utilisateurs. C'est-à-dire que si vous allez sur notre compte Instagram ou sur notre compte TikTok, il y a à peu près 50% des contenus qu'on poste, c'est des contenus qui sont soumis de notre communauté. Donc soit ils sont soumis sur notre application, soit aujourd'hui avec TikTok, aujourd'hui tout le monde est créateur de contenu. On en a un d'ailleurs là-bas qui nous fait pas mal de vidéos et qui sont très, très authentiques, qui parlent vraiment avec les bons codes, le bon appât. Ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, c'est ok, ta vidéo, c'est quoi le message, comment tu vas essayer d'attirer l'attention. Et nous aujourd'hui, c'est ce qu'on maximise beaucoup, c'est comment on arrive à demander à notre communauté sur un sujet précis de créer du contenu, et nous après on utilise nos plateformes pour mettre en valeur ces messages. On fait des choses qui sont liées au quotidien d'un joueur amateur, par exemple des anecdotes, des moments, mais on parle aussi, on a là une série qui arrive sur certains joueurs qui sont sortis de centre de formation et qui sont tombés dans la dépression. Et l'idée, c'est pas qu'on vienne et qu'on bride leur message, qu'on vienne avec plein de caméras, etc. On leur envoie un petit texte, un petit brief, ils se filment dans leur chambre avec leur smartphone. Et c'est des contenus qui vont beaucoup plus parler que si on vient avec une série de questions, avec un media training. Et nous, c'est notre force aujourd'hui, c'est que notre communauté travaille pour nous, fait du contenu pour nous. Et ça apporte beaucoup plus d'impact que si on se pose dans une salle à se dire qu'est-ce qu'on va faire comme contenu, qu'est-ce qui va plaire. Non, on sous-traite entre guillemets notre création de contenu à notre communauté, et ça nous réussit plutôt bien. Tant qu'il y a cette idée d'authenticité, Vincent, une question sur les principes que vous avez. Vous ne montrez pas de bagarre, vous restez sur les adultes au football. Est-ce que vous n'avez pas peur à un moment que ça vous échappe? Ou alors qu'est-ce que vous faites pour que ça ne vous échappe pas, pour toujours avoir cette maîtrise-là? On sait à quel point ça peut aller très très vite dans le bon sens, voire dans le mauvais malheureusement. Oui, ça a été vraiment une grosse interrogation, parce que quand on se dit qu'on va filmer son club, ok, mais qu'est-ce qu'on montre? Parce que comme dans tout sport, dans le foot, ça arrive quelquefois. Il y a des fois des bagarres qui éclatent. On a déjà eu un joueur de chez nous qui a fini à l'hôpital, par exemple. Donc on se dit, est-ce qu'on le dit dans la série? Est-ce qu'on se dit que ce club a frappé notre joueur? Dans ce cas-là, on avait dit que non, parce qu'on avait envie plutôt nous, on voulait faire notre place, on était nouveaux, on n'avait pas envie de commencer à créer des histoires. Donc c'était un vrai choix éditorial, et de manière générale, on montre quasiment rien de négatif. Après, un exemple très concret, il y a un match face à une équipe où il y avait 0-0, non, il y avait 1-0, oui. Le directeur sportif vient de me corriger. Il y avait 1-0 pour l'équipe adverse, et nous, on essayer d'égaliser. Et en fait, dans les dernières secondes, on allait marquer, et le joueur, il sauve la balle avec la main, sur la ligne de touche. Et tout le monde l'a vu sur le terrain, tout le monde court vers l'arbitre, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Ça peut arriver, c'est un humain, mais voilà. Et du coup, nous, on l'avait filmé parce qu'on filme tous nos matchs. Et là, on était tellement agacés au fond de nous, et au final, c'était pas non plus une bagarre. Donc on l'a mis sur les réseaux, on l'a mis sur TikTok. Sur TikTok, ça a fait plusieurs millions de vues. Et après, il y a le district qui est venu nous parler. Parce que. Vous avez mis là-bas en 3e division de district. Oui, voilà, c'était même en 4e division. C'était pas prévu que ce soit maintenant. Donc voilà, après, voilà. En même temps, on l'a montré, on a montré que ça existe, et après, on a compris que le district, on a discuté avec eux, on a essayé de trouver des solutions pour l'avenir, mais
En même temps, il y a des erreurs d'arbitrage, des fois il y a des petits échauffourés, mais en tout cas de manière générale, parce que c'est vrai que juste pour... il y a de la création de contenu parfois dans le football, où le sensationnel, la bagarre, la violence, on sait que malheureusement ça va faire cliquer. Nous pour le coup, c'est notre stratégie de ne pas jouer là-dessus, parce que c'est vrai que ça pourrait faire beaucoup de vues, de montrer qu'il y a une bagarre, mais on n'a pas envie de tomber là-dedans parce qu'on est sur un projet long terme. Si je voulais faire beaucoup de vues en une année, je pense qu'il faudrait que je le montre, mais si je veux que mon club soit dans un haut niveau dans 15 ans, je pense pas que ce soit utile pour moi de montrer qu'il y a eu une bagarre. Et puis, c'est quand même rare qu'il y ait des bagarres, c'est pas toutes les semaines, sinon je pense que j'aurais des 10 sous de club, j'aurais arrêté, pas de la même âge que du foot. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie de gérer. Mohamed, vous voulez rajouter quelque chose? C'est un point intéressant, ce que tu as dit Vincent, sur la tentation de vouloir peut-être parfois aller dans le sensationnel ou dans des contenus qui vont forcément buzzer. À court terme, c'est bien, mais après, ok, il y a beaucoup de comptes, hein, je peux vous en citer pas mal, même parfois des marques qui se disent, parce qu'il y a la pression de l'algorithme. Nous, chez Ton Sœur, on se prend la tête tous les jours sur les algorithmes. Toi, pareil, Vincent, on poste une vidéo, on se dit putain, elle n'a pas marché, on s'est pris la tête dessus. On reposte après une autre vidéo, on prend ce moment la tête et ça marche. Et il y a cette pression-là de l'algorithme qui fait que tu as envie de jouer avec, et parfois ça peut avoir des conséquences assez graves. Et surtout, pour vous, association, moi je dis toujours, je préfère avoir une communauté de 100 personnes, mais ces 100 personnes-là, quand je fais un événement ou quand je prends la parole, elle est présente, plutôt qu'avoir une communauté, revendiquer une communauté de dizaines de milliers de personnes. Et quand vous allez avoir peut-être des communications, on va dire, un peu plus officielles autour de votre asso, il n'y aura personne. Et je pense que ça, c'est hyper important. Le plus important, c'est vraiment votre ligne éditoriale, de se dire, ok, qui on est, c'est quoi notre raison de vivre, et comment on va garder le cap sur ça pour que, oui, peut-être que certes, vous n'allez pas avoir une croissance exponentielle sur les réseaux, mais on s'en fout en fait. Vous faites un travail qui est exceptionnel, vous avez des histoires, ne sous-estimez pas aussi vos histoires. En fait, on a tendance souvent à banaliser nos actions, à banaliser ce qu'on fait, et en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais sûrement dans vos associations, vous avez des personnages. Il faut être capable de les détecter et de leur donner les moyens. Et aujourd'hui, voilà, avec des outils comme TikTok, vous prenez un iPhone et vous pouvez créer du contenu. Pour moi, c'est le plus important, c'est de se dire pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Quel objectif? Pourquoi je suis sur TikTok? Pourquoi je suis sur Instagram? Ça répond à quel besoin de mon organisation. Et pas de partir à la course aux followers, à la course aux vues. C'est super facile en fait de faire ça. Mais après, qu'est-ce que tu construis derrière? C'est le plus important. Dernière chose, sur l'évolution de la pratique, des consommations du football. Beaucoup de jeunes ne jouent plus au foot en club. Certains jouent dans des centres de football réduits, d'autres jouent seulement à faire des frappes, à s'amuser avec les copains, à se filmer. Et tant mieux, tant que les gens jouent au foot, il n'y a aucun souci dessus. Mais comment on fait évoluer les parties prenantes, les ligues, les districts, les mairies, les familles, pour que ces nouvelles pratiques-là soient utiles à la pratique du football, quelle que soit sa forme, quel que soit son pratiquant? Et pour moi, celle-là. Ah ouais, pour toi, j'ai fait une question de 25 minutes, celle-là, je veux dire que je l'ai préparée que pour toi. Je pense honnêtement que ça sert à rien d'être réfractaire au changement. Le foot, il avance, il change, quoi qu'il arrive. Je fais pas partie de ceux qui pensent que la formule football 22 joueurs, 90 minutes soit forcément à bout de souffle. Au contraire, je pense que cette pratique classique du football, elle se nourrit de ces autres pratiques-là. Quand on voit des freestylers sur TikTok, je pense qu'ils sont très bénéfiques à tout ça. Je pense que quand on voit du foot à 5, même du city foot, tout ça, je pense qu'il y a plein de choses à raconter. Il faut juste accompagner les structures. Quand je vois aujourd'hui les ligues, comment elles utilisent TikTok, l'équipe de France de foot, tous ces très gros comptes, ils ont embrassé ce changement. Aujourd'hui, ils ne parlent pas que juste de tactique, de comment l'équipe a approché le match, etc. Donc on est sorti de cette vision très journalistique, très analytique du football, et je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut quand même aussi utiliser ces outils-là
pour amener les nouvelles générations sur l'histoire du foot, sur il y a, je pense, une dimension éducative sur TikTok qui est très importante aussi. Moi j'adore quand je vois des contenus de plus d'une minute sur TikTok qui racontent une Coupe du Monde d'il y a 30 ans, sur l'histoire des Ballons d'Or. On a travaillé avec le Ballon d'Or récemment et toute une partie du travail a aussi été de parler de Stanley Matthews jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est clairement nous la vision qu'on en a. La communauté, mine de rien, alimente tout ça d'une manière ou d'une autre. Donc je pense pas qu'il y ait ce soit pas antinomique. Et même parfois je tombe sur des vidéos juste de créateurs normaux qui font des vidéos de eux qui revivent des scènes de vestiaire quand ils avaient 12 ans, qui se faisaient engueuler par leur coach. Je pense que c'est des choses qu'on a tous vécues et c'est des choses qui limite donnent envie de retourner au football amateur, à la pratique, etc. Donc moi j'y vois que des choses positives. Alors oui, le football traditionnel à 11 ne vit plus et n'est plus le seul roi de cet écosystème-là, mais je trouve ça positif. Tant mieux. Quelle que soit la pratique, tant qu'il y a du football et qu'il y a des moyens de se réunir, ça peut être quelque chose de positif. Dernière question pour Vincent. En équipe de France de jeunes, le smartphone a été interdit. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Ah oui, bah en plus, un jour j'étais à Clairefontaine et il y avait des éducateurs qui disaient que ça devenait... en gros, ils avaient dû interdire. Bah ouais, c'est compliqué parce que... Vous imaginez si on vous confise vos smartphones? Oui, ouais, mais le problème c'est que quand ils parlaient, qu'ils nous expliquaient, donc je pense que c'est un peu en lien avec ça, c'est que en fait, les jeunes parfois, ils filment quelque chose, allez, on parlait tout à l'heure d'un petit pont qui passe, mais ça peut vite devenir, en fait, on sait, c'est un peu lié avec le harcèlement scolaire par exemple, mais ça peut vite après se moquer de la personne, etc., ça crée des histoires, les familles aussi qui regardent, ça filme, etc. Donc quand on est dans une compétition, quand on est dans un niveau élevé comme Clairefontaine, etc., il faut mettre un cadre en fait, parce que la vidéo c'est génial. Moi, mon métier je l'ai créé grâce à la vidéo et du coup je remercie ce média. Mais il y a aussi, comme tout moyen, comme tout outil, il y a des dérives. Et donc faut faire attention. Comme je dis tout à l'heure aussi, on fait attention à pas montrer n'importe quoi. On est un peu responsable aussi. Qu'est-ce qu'on montre avec la vidéo? Il y a des choses incroyables, mais il peut y avoir aussi des dérives. Donc oui. Moi je pense que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils n'avaient plus vraiment le choix parce que ça pourrait vite causer des torts à l'équipe de France. Merci à tous les trois d'avoir partagé avec nous et puis ça donne plein d'idées positives pour la suite. C'est très bien. Le football, sous toutes ses formes, sous toutes ses pratiques et sous toutes ses consommations, normalement il a encore quelques belles années devant lui. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.